Nous sommes le 17 septembre 1968, et plus exactement dans la troisième épopée solo du surfeur d'argent. Banni sur Terre pour avoir trahi son maître Galactus, Norinrad, depuis cette cage, tente tant bien que mal de mener une nouvelle existence. Et en tant que véritable incarnation de la noblesse et de la pureté, le surfeur fera tout pour éveiller et élever l'humanité en lui apportant son aide. Mais malheureusement, comme à chaque fois, l'agressivité et la méfiance qui composent le caractère des hommes poussent ces derniers à constamment rejeter et accuser le surfeur d'argent. Et une fois encore, alors que Norinrad essaye de soigner une jeune femme qu'il a miraculeusement sauvée, des infirmiers et policiers durant la scène vont couper court à la situation et récupérer la femme en insultant le surfeur de monstre. Devant l'urgence, le surfeur d'argent interviendra tout de même pour sauver la jeune femme. Mais aveuglés par leur haine, voilà que les officiers vont commencer à s'en prendre physiquement au surfeur. Et face à cette situation totalement absurde et injuste, lorsque la jeune femme, désormais soignée, va se réveiller, c'en est trop pour le personnage qui craque face à la haine constante de l'humanité à son égard. Pour punir les hommes de leur agressivité, Norinrad va utiliser ses pouvoirs cosmiques à travers la planète pour couper l'alimentation des armes, machines et autres appareils de communication. Un acte énorme qui va causer la panique générale sur Terre. Et cela va attirer l'attention d'un drôle de démon, toujours à l'écoute dans un royaume adjacent. Méphisto, le seigneur du mal, vient de ressentir la perturbation causée, et cela l'inquiète, car depuis des millénaires, via l'humanité et ses instincts les plus bas comme la cupidité, l'envie, la peur et la méfiance à l'égard de son prochain, quand l'homme tombe dans le crime ou se fait justice sur le champ de bataille, ses rangs de damnés se remplissent abondamment grâce aux âmes de ces derniers. L'humanité doit donc rester irrationnelle. Et face à ce qui compose le surfeur d'argent, Méphisto va y voir un terrible challenge, mais également une opportunité. Un être aussi noble, aussi bienveillant et aussi pur rentre en totale opposition avec la nature de Méphisto. Et cette menace doit être éradiquée sur le champ. Désormais témoin de la récente colère douloureuse de Norinrad face à l'agressivité continue des hommes, Méphisto va partir immédiatement trouver un moyen de le briser. Pendant ce temps-là, le surfeur, dans une prise de conscience existentielle, va redonner à la Terre son état normal. Mais voilà que sa bien-aimée, Shalla-Bal, de la planète Zenla, qui se trouve normalement à des années-lumière dans une autre galaxie, débarque sur la Terre en catastrophe. En réalité, Shala est manipulée par Méphisto. Et une fois que les deux amants se seront entrevus, le démon va kidnapper la jeune femme et se terrer dans son domaine. Sauf qu'à sa grande surprise, Norinrad vient déjà de retrouver sa trace et souhaite à tout prix libérer la jeune femme. Méphisto, pour faire du surfeur d'argent son esclave, va alors le tenter en éveillant sa cupidité avec des richesses. Il essaiera ensuite de le faire tomber dans la luxure en lui proposant plusieurs femmes et finira même par lui proposer de devenir le roi d'un royaume pour étancher une potentielle soif de pouvoir. En vain. N'ayant pas peur de la mort et doté d'un cœur pur, le surfeur d'argent ne fléchira à aucun instant. Et face à ces échecs, Méphisto en viendra à utiliser la force de ses démons pour battre son ennemi. Malgré la puissance de ce diable extradimensionnel, le surfeur d'argent avec ses pouvoirs cosmiques et sa bonté inflexible va réussir à tenir tête aux démons, qui face à la pureté de son adversaire s'amoindrit et se retrouve obligé de le libérer. Méphisto ne trouvera finalement que pour seule issue et satisfaction d'imposer une séparation shakespearienne aux amants, en renvoyant Shala d'où elle vient, tandis que le surfeur est toujours bloqué sur Terre. Ce premier comics, qui semble au premier abord plutôt basique, est en réalité bien plus profond qu'il ne le laisse présager. Relier le surfeur d'argent à Méphisto est en réalité un choix très ingénieux. En fait, quand Marvel a donné naissance au terrible dévoreur de mondes qui porte le nom de Galactus, l'idée était de casser les codes en nous installant un antagoniste qui s'apparente à un dieu. Et par conséquent, pour appuyer le caractère divin de ce nouveau méchant, ils lui ont attribué un personnage qui aura pour rôle d'être le messager et l'intermédiaire entre la divinité et la planète visée.
c'est le surfeur d'argent. Norinrad est l'équivalent d'un ange, un ange déchu, expulsé des cieux et condamné à rester sur Terre lorsque Galactus va le punir. Et ce bannissement est une véritable épreuve pour le surfeur, puisque même s'il est libéré de Galactus, il ne peut retourner sur sa planète natale et retrouver sa fiancée. Et pire que ça, les hommes sont horribles avec lui. Et c'est là que Méphisto entre en scène. L'antagoniste tire bien évidemment son origine du célèbre démon de la littérature, Méphistophélès, popularisé par le mythe de Faust. Dans cette tragédie, on nous conte l'histoire d'un érudit du nom de Faust qui, insatisfait par la vie, va faire appel au diable, qui va envoyer l'un de ses plus célèbres démons, Méphistophélès, pour lui proposer un pacte. En échange de son âme, que Lucifer viendra récupérer dans une vingtaine d'années, Faust pourra, durant cette période, jouir des services de Méphistophélès, ainsi que de la gloire, du savoir et de la connaissance qu'il souhaite éperdument acquérir pour réaliser ses projets les plus fous. À la fin du temps imparti, Faust comprendra l'erreur d'un tel pacte et tentera désespérément d'échapper à son destin, mais son âme finira bel et bien emmenée en enfer. Si je vous raconte cette histoire, c'est bien parce qu'elle permet de comprendre toute l'essence du personnage dans l'univers de Marvel. En fait, la poésie de cette légende, c'est qu'elle explore la dualité de la nature humaine, le choix fondamental entre le bien et le mal. Faust est avant tout un savant en quête noble du savoir et de la compréhension. Mais ses pulsions personnelles vont le pousser pour atteindre ses objectifs à vendre sa moralité pour un simple gain personnel. Le démon Méphistophélès, qui signifie la négation, celui qui n'aime pas la lumière, représente donc l'obscurité, l'incarnation du mal. Mais c'est une incarnation dont la signification est plus profonde, puisque Méphistophélès ne cherche pas à corrompre n'importe qui. Il apparaît seulement quand la personne est déjà tentée, déjà corrompue, et donc qu'elle a déjà fait son choix. Plus qu'un démon, il incarne le mal qu'il y a en chacun de nous. La part sombre qu'on décide d'étouffer pour laisser place à la lumière. Et lorsqu'on décide de libérer cette noirceur, c'est à ce moment que Méphistophélès apparaît. Le comics est alors un véritable hommage à ce monument de la littérature, puisque Méphisto n'intervient que lorsqu'il a senti que le surfeur d'argent avait choisi délibérément de laisser libre cours à sa colère en créant la panique générale sur Terre. Mais voilà, Norinrad, ce n'est pas n'importe qui. Plus qu'un ange déchu, l'entité s'apparente clairement à un saint. Méphisto va même le qualifier de martyr à un moment donné. Pour bien démontrer la profonde essence de Méphisto, issu du démon de la littérature, Marvel va l'opposer au surfeur d'argent, qui est la plus grande incarnation de la lumière, entre guillemets, à cette période. C'est pourquoi Méphisto le considère comme un défi, un ennemi juré. Le surfeur, malgré tout ce qui lui arrive, fait le choix du bon, et sa part sombre est inexploitable. Et bien évidemment, vous vous en doutez, mais c'est donc là le début d'une longue rivalité qui va s'installer sur plusieurs comics. Comme tout bon méchant introduit dans la saga d'un héros, Méphisto va réapparaître à de multiples reprises pour tenter de voler l'âme du surfeur d'argent, comme dans les comics 8 et 9 de la série du même nom, ou encore les numéros 16 et 17, où le démon via un nouveau kidnapping de Shala va pousser le surfeur d'argent à confronter Nick Fury et les 4 Fantastiques dans le but d'anéantir le Shield. Et c'est durant la décennie des années 70, après 2 ans de parution, que Marvel va décider d'ouvrir le démon à d'autres séries et d'autres personnages. Méphisto va tout d'abord réapparaître dans la saga du dieu du tonnerre, où Loki, semant comme toujours la discorde et la zizanie, va échanger de corps avec son frère. Dans la confusion, Odin, le père de toutes choses, bannira le dieu de la malice dans la dimension de Méphisto. Sauf que le démon, en tant qu'incarnation du mal et des ténèbres, opposé à la lumière, va très vite se rendre compte, grâce à sa clairvoyance, qu'il a le dieu du tonnerre en face de lui. Thor, en tant que véritable symbole d'héroïsme, au cœur noble, affaiblira Méphisto grâce à sa bonté, et tout comme le surfeur, cela va forcer le démon à le libérer. Par la suite, Méphisto sera de retour dans Astonishing Tales numéro 8, et c'est un comics que j'aime beaucoup, parce que c'est l'une des toutes premières fois où l'on nous présente le terrible et froid Dr Doom complètement soucieux, voire même stressé.
Et quelle en est la raison? Eh bien, l'histoire va nous révéler que chaque année, à une période précise où la barrière entre les dimensions est la plus fine, le docteur se prépare à invoquer et défier le souverain des damnés pour espérer libérer l'âme de sa mère. Une véritable épreuve de force et de magie qui, malheureusement, se terminera à chaque fois sur un échec. Et Doom aura pour seule consolation l'épaule de Boris, son plus vieil et fidèle allié. En quoi ce comics est clé? En fait, outre la fragilité de Doom, c'est l'instauration d'une sorte de sous-quête, un élément de lore qui va servir pour le développement des personnages, et qui devra donc trouver réponse dans le futur, ce qui sous-entend alors une continuité pour le Docteur et Mephisto. Si Doom est obnubilé par la puissance, c'est parce qu'il souhaite en premier lieu libérer l'âme de sa mère, un objectif profond de l'histoire de l'antagoniste. Et en plus de ça, avec l'information que Doom invoque Mephisto chaque année et que le démon possède l'âme de sa mère, eh bien cela amène donc une notion de temps, de passé. Et c'est peut-être qu'un détail, mais c'est un rappel que Mephisto est une entité qui existe depuis l'aube des temps. Et par rebondissement, c'est donc la porte d'entrée pour utiliser le personnage dans des récits qui traitent du passé. Quelque chose qui sera bien évidemment exploité pour développer le lore de l'univers. Bien que le démon soit réapparu une nouvelle fois dans la saga de Thor, précisément les comics 202, 204 et 205, la prochaine étape, c'est le comics Marvel Spotlight numéro 5. Et c'est une étape plutôt importante car elle marque la première apparition d'un héros iconique de la saga auquel Mephisto va donner naissance, le Ghost Rider. Dans cette saga de comics d'essai, où les dessinateurs tentent de nouvelles choses et adaptent par la suite ce qui marche, nous retrouvons Johnny Blaze, un cascadeur qui nous dévoile une origin story où ce dernier a pactisé avec le diable pour sauver son mentor et père de cœur, Crash Simpson, victime d'un terrible cancer qui doit l'emporter. Mephisto, en échange de l'âme de Johnny, va donc soigner son mentor. Cependant, le diable est dans les détails. Bien que Crash ne soit plus malade, il reste un grand cascadeur. Et toujours convaincu de mourir, car il ne sait tout simplement pas qu'il a été guéri, ce dernier, pour sa gloire personnelle et resté dans les mémoires, va tenter de battre le record du monde du plus grand saut à moto. Un challenge qui va lui causer la mort. Johnny va alors comprendre qu'il s'est fait duper. Et quand son âme sera réclamée, Mephisto va faire de Blaze un émissaire des enfers, une entité au pouvoir surnaturel et au physique de tête de mort enflammée, dont la transformation s'effectuera toutes les nuits. Bien que ce comics signe la création du très célèbre Ghost Rider, si je vous en parle, c'est également parce qu'il présente un léger détail que Marvel exploite un petit peu entre guillemets depuis les débuts. C'est la nature floue de Mephisto. En fait, c'était déjà le cas dans les comics précédents, mais Mephisto est à chaque fois confondu avec le diable, Satan lui-même. Que ce soit par exemple Doom ou Johnny Blaze, ils font appel au souverain des enfers. Mais ce n'est pas précisé à ce moment-là que c'est Mephisto. Le truc, c'est que Mephisto, à l'origine Mephistopheles, est une créature de la littérature. Donc pour un contexte de récit de comics, il est bien plus simple à exploiter qu'un Satan, qui pourrait s'apparenter à du blasphème dans un autre contexte. Mephisto permet une très grande liberté créative, et de par son essence, liée à la tromperie, le mensonge ou la tentation par exemple, son utilisation donne facilement l'occasion d'amener l'exploration de thèmes liés à la moralité. Et ça, c'est un concept fort pour le développement de héros ou de personnages. Et c'est finalement à partir des années 80 que Mephisto sera bien plus officialisé. Concernant Johnny Blaze, c'est notamment en 82, dans le comics 68 du second volume du Ghost Rider, que le démon sera officialisé comme celui qui a fait de Johnny le Ghost Rider. Avec, bien évidemment, tout le délire de l'esprit de vengeance, Zarathos, le démon rival de Mephisto, etc. Et en parlant des années 80, c'est la période où, comme beaucoup d'autres personnages, Mephisto va le plus se développer.
Pour tout vous dire, c'est un peu une ère où beaucoup de nouveaux artistes et de nouveaux noms vont émerger dans ce milieu. Et ces derniers vont donc donner une toute nouvelle dynamique aux comics et notamment plus de profondeur. C'est une période où il va y avoir beaucoup de lore et un vrai désir de justifier les 20 dernières années de comics. C'est dans ce cadre que Marvel va nous proposer en 82 le 10e comics annuel du Dieu du Tonnerre. Un comics qui revêt une grande importance car comme beaucoup d'autres histoires de cette même période, Marvel va tenter de nous apporter du lore et donc justifier l'existence de certaines entités. Il y a des milliards d'années, un être primordial incarnant la force vitale de ce qui compose la biosphère terrestre a parsemé la planète de son énergie afin d'y faire proliférer l'existence. C'est ici la naissance des dieux anciens, comme Chthon, Gaïa ou Cthulhu, les toutes premières formes de vie du démiurge. Mais à l'exception de Gaïa, qui devint la déesse protectrice de la nature, tous les autres dieux vont prendre la voie du chaos et dégénérer en démons malveillants qui vont menacer la vie elle-même. Pour empêcher ça, Gaïa, avec le démiurge, va donc engendrer une nouvelle force pour rentrer en opposition avec ses frères et sœurs. Atum est né, et grâce à son pouvoir, va éradiquer la très grande majorité des démons de la surface de la Terre, qui vont d'ailleurs lui donner une apparence monstrueuse à force d'absorber ses opposants. Et les derniers qui ont survécu, comme Chthon par exemple, se sont tout simplement retirés et cachés dans d'autres dimensions. Une fois les dieux purgés, Atum, devenu le Démogorge, mangeur de dieux, a libéré l'énergie absorbée, s'est envolé et a fusionné avec le soleil. Le temps va passer et Gaïa engendrera l'émergence d'une nouvelle génération de dieux, tout comme Atum qui en incarne le premier. Suite à cette introduction, nous retrouvons nos célèbres Asgardiens réunis pour honorer la mort de la déesse Nanna. Sauf qu'une divinité manque à l'appel, et cela interpelle fortement Odin. Hela, figure importante de la mythologie nordique et déesse des morts, n'a pas assisté à la cérémonie. Et c'est en réalité parce qu'elle est au beau milieu d'une alliance potentielle avec les autres seigneurs de l'enfer, pour discuter de l'idée d'une fusion des royaumes de chacun pour accroître leur pouvoir. Avec le temps, les humains ne croient plus aux légendes liées à ces entités de l'obscurité. Le nombre d'âmes collectées par chacun stagne depuis longtemps. L'union faisant la force, additionné à Hela et Méphisto que vous connaissez, Pluton, alias Hadès, dieu de l'Olympe, Ereshkigal, déesse mésopotamienne, Yama, souverain des enfers dans l'hindouisme, Seth, le dieu serpent de l'Égypte antique, et Apuk, dieu de la mort chez les Aztèques et les Mayas, tous en charge d'un royaume, vont entamer dans leur élan de cupidité un rituel dans le but de marquer leur grand retour. Mais contre toute attente, leur rituel va par inadvertance invoquer le mangeur de dieux lui-même, le Démogorge, qui va commencer à absorber un par un les seigneurs de l'enfer. Via son corbeau, Odin prendra connaissance de la situation et demandera à Thor de réunir avec lui d'autres dieux incarnant des divinités de la lumière issues du panthéon terrestre. Et grâce à leur intervention, ils convaincront le Démogorge de libérer les seigneurs de l'enfer. Et ce dernier, comme dans la légende, retournera dans le soleil. Comics très important ici. Déjà, Marvel vient nous montrer comment tout ce beau monde que sont les incarnations divines de la mort cohabitent dans ce vaste univers. Mais surtout, on nous propose en quelque sorte une origin story pour les divinités du monde de Marvel. En fait, par le biais de la légende et du mangeur de dieux qui se répète à l'ère moderne, on nous fait comprendre ici que, tout comme Thor, Atum et les autres dieux de la lumière, entre guillemets, qui font partie de la nouvelle génération de dieux, Méphisto et les autres seigneurs de l'enfer sont également une sorte de nouvelle génération, une sorte de nouvelle incarnation des dieux anciens ou ancestraux. Néanmoins, le plus intéressant, c'est que, outre l'apport de lore et de justification, c'est le fait que Thor et les autres dieux de la lumière viennent sauver les incarnations du mal. L'intention ici est claire, qu'ils soient bons ou mauvais, les dieux se complètent et incarnent chacun un élément qui rentre en opposition avec celui d'en face. Mais tous sont nécessaires à l'équilibre, à l'image d'ensemble, que ce soit la lumière comme les ténèbres.
ténèbres. Par la suite, Méphisto commencera véritablement à jouer un rôle plus profond dans la vie de certains héros ou personnages. Les années 80 seront notamment marquées par la mise à profit du tout jeune Franklin Richards, le fils de Reed Richards et Susan Storm des 4 Fantastiques. Et vous ne le savez peut-être pas, mais Franklin, c'est un enfant avec des capacités exceptionnelles, voire divines, qui vont se décupler au fil des récits. Et bien évidemment, le jeune Richards permet donc facilement l'apport de nouvelles intrigues. Les comics 276 et 277 des 4 Fantastiques en sont la preuve. Méphisto va kidnapper le couple, ainsi que leur fils Franklin, dans le but d'acquérir les pouvoirs du garçon. Heureusement, Doctor Strange, ayant senti la présence du démon, interviendra, et quand il va libérer Franklin, le jeune Richards va déchaîner toute sa puissance et détruire Méphisto. Nous faisons face ici à la première mort techniquement de l'antagoniste. Mais comme le dit Strange, Méphisto n'a pas créé la malfaisance. C'est la malfaisance qui a donné naissance à Méphisto. Une ombre de ténèbres qui gît en chacun de nous. Tant que l'obscurité demeurera dans le cœur des hommes, Méphisto sera toujours là. Et il ne croit pas si bien dire, puisque le démon réapparaîtra dès le comics annuel numéro 13 du Dieu du Tonnerre. Nous le reverrons également dans la saga West Coast Avengers, où il marchandera l'âme d'un certain Martin Preston. Le démon aura d'ailleurs enfin sa propre épopée, le mettant en vedette, une histoire qui va se dérouler sur 4 comics, où Méphisto va à tour de rôle tenter de manipuler et capturer les âmes des 4 Fantastiques avec leur fils Franklin, l'équipe X-Factor, les X-Men et les Avengers. Toujours dans l'optique de l'exploitation de Franklin, nous aurons également la présence de Méphisto dans le 20e comics annuel des 4 Fantastiques, où le Docteur Doom, dans sa continuité, toujours en quête de libérer l'âme de sa mère, va demander aux 4 Fantastiques l'aide de leur jeune fils, car le souverain a appris que ce dernier avait réussi l'exploit d'anéantir Méphisto. Bien évidemment, les 4 F refuseront, et Doom se verra dans l'obligation de kidnapper le jeune Richards. Ce comics est plutôt touchant en réalité, car comme dans Astonishing Tales, nous sommes face à un Docteur Doom plus personnel, et au travers des yeux d'enfant innocents de Franklin, qui lui aussi a vu Méphisto s'en prendre à ses 2 parents, le jeune garçon comprendra la souffrance du dictateur, et souhaitera même l'aider. Cependant, Docteur Doom reste Docteur Doom. Et en réalité, le souverain de la Latverie souhaite échanger l'âme du jeune Franklin Richards contre celle de sa mère. Malheureusement pour le dictateur, la situation va dégénérer. Et grâce à l'intervention des 4 Fantastiques, et plus particulièrement Reed Richards, le petit Franklin Richards sera sauvé. Avant de continuer, j'aimerais faire un petit aparté. En réalité, c'est plutôt intéressant de faire confronter Franklin Richards avec Méphisto. Et pourquoi cela ? Eh bien, parce qu'il y a une sorte de petit message caché dans tout ça. En fait, comme je vous ai dit, Franklin Richards, c'est un enfant très spécial, avec des aptitudes exceptionnelles. Mais en réalité, c'est vraiment des aptitudes qui dépassent l'entendement. Nous sommes encore loin à ce moment-là de cette évolution, mais Franklin, dans le futur, sera désigné comme une sorte de forgeur de monde, capable de créer des univers de poche ou par exemple de relancer le multivers dans Secret Wars en compagnie de son père. Il est un peu en quelque sorte un représentant de la vie d'une certaine manière. Et du coup, encore une fois, nous sommes face à une confrontation d'opposition. La lumière face à l'obscurité, la vie face à la mort, la création contre le vide. Mais ce qui va nous intéresser désormais, c'est un comics que nous venons de mentionner plus tôt. Car c'est l'instauration en fait d'une nouvelle continuité. En réalité, bien que Méphisto soit immortel, Franklin Richards l'a véritablement anéanti. Et par conséquent, sans que les héros le sachent, le démon est drastiquement amoindri. C'est pourquoi dans West Coast Avengers, il va approcher un certain Martin Preston, une star hollywoodienne victime d'un grave accident de la route pour marchander son âme. De la même manière que le Ghost Rider, le Seigneur de l'Enfer va faire du protagoniste une entité mystique et remplacer le bras qu'il vient de perdre avec celui d'un démon. C'est la naissance de Maître Pandemonium. Sauf que Méphisto a un plan derrière la tête. Il va faire croire à Pandemonium qu'il a toujours la possibilité de récupérer son âme, car le démon aurait fragmenté cette dernière et dispersé ses morceaux aux 4 coins de l'univers. Une terrible quête d'espoir qui va désormais animer la vie complète du personnage. Sauf qu'entre-temps,
une certaine Scarlet Witch va donner naissance à 2 enfants. 2 enfants qu'elle a créés par le biais de sa magie. Pandemonium, toujours en quête de son âme, va absorber les fils de Wanda, pensant qu'ils sont les 2 derniers fragments manquants de son âme. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les enfants sont en réalité nés bien avant sa rencontre avec Mephisto. Ce qui veut dire du coup que les âmes des 2 garçons ne lui appartiennent pas. Face à la zizanie, le sinistre démon jubilant va enfin se révéler pour récupérer ce qui lui est dû. La vérité, c'est que lorsque Wanda a souhaité fonder une famille, n'ayant pas la capacité de créer la vie, sans le savoir, elle s'est servie des fragments d'âme récemment brisés de Mephisto, à cause de Franklin Richards. Et maintenant que le démon est venu les récupérer, les enfants sont définitivement perdus. Et Agatha, la mentor de Wanda, sera dans l'obligation de jeter un sort d'oubli à la Scarlet Witch pour lui faire oublier l'existence de Billy et Tommy. Outre plusieurs apparitions comme dans la saga Daredevil ou Doctor Strange Sorcerer Supreme, sans oublier bien évidemment la libération finale de l'âme de Cynthia, la mère de Doctor Doom, dans Doctor Strange and Doctor Doom Triumph and Torment. Un comics que je vous conseille grandement de lire et dont nous avons raconté l'histoire dans la vidéo dédiée à Doctor Doom. Bref, concluons avec une dernière histoire. Les années 90 seront marquées par un événement majeur cosmique, l'avènement de Thanos avec les 6 pierres d'infinité. Le Titan est fin prêt pour son ascension. Mais voilà que lors de ses préparatifs, notre fameux Mephisto, sentant la toute-puissance des gemmes, débarque dans le vaisseau de Thanos pour s'immiscer dans les plans de ce nouveau dieu. Et sans tarder, pour prouver son allégeance, il va tout d'abord essayer de lui en apprendre plus sur les pierres que le Titan compte manier. Il s'avère que Mephisto possède un lien particulier avec les gemmes de l'infini. À l'aube de tout, existait un être immensément puissant et solitaire. Face à la solitude, et pour la contrer, l'entité désignée comme un être ni bon ni mauvais a finalement donné vie à d'autres entités. Sauf que ces créations se sont avérées mauvaises, et face à ce résultat, la divinité a détruit ses progénitures avant de lui-même s'ôter la vie, quelque temps plus tard. De sa destruction a découlé la formation de la réalité, ainsi que les pierres de l'infini. Et tout comme un équilibre, ces créations malfaisantes sont réapparues. Les démons. Démon dont fait partie le sinistre Mephisto. De par ses millénaires d'existence, le Seigneur de l'Enfer en sait énormément sur ces artefacts dont il n'a jamais pu mettre la main. Et dans un objectif personnel de récupérer cette puissance infinie, il va éveiller la conscience du Titan fou en l'incitant via les pierres à ressentir et se connecter à toutes les âmes de l'univers. Mais désormais quelqu'un de suprême, le Titan est difficilement manipulable et il va très bien le rappeler. Du moins, c'est ce qu'il croit. Bien que désormais en possession de la plus grande puissance de l'univers, Thanos n'est qu'un mortel. Et pire que ça, il est l'esclave de ses émotions. Et sa véritable quête, justifiant son acquisition des gemmes, c'est l'amour. Que dis-je, l'obsession qu'il dévoue envers la mort elle-même. Des sentiments que l'être cosmique ne partage en aucun cas. Et tout ça, Mephisto l'a très bien compris. S'il est apparu auprès de Thanos, c'est parce que la cupidité et la tentation du Titan sont à leur sommet. Et en tant qu'entité surnaturelle et immortelle, il connaît la mort et voit son désintérêt pour le Titan. Clairvoyant, Mephisto va très vite assimiler le conflit à venir et comment le Titan va perdre. Et alors qu'il agissait tout d'abord pour son propre intérêt et finalement sa propre survie, le démon, face aux futurs enjeux cosmiques, va tout manigancer pour assurer la chute de Thanos. Tel un petit diable présent sur l'épaule, Mephisto va chuchoter dans l'oreille de son pseudomètre pour l'orienter à faire des choix qui joueront en sa défaveur. Son premier conseil sera que le Titan, dans son amour aveugle, montre des preuves de sa dévotion face à la mort. Ce à quoi Thanos va répondre en amenant la triste et torturée Nebula, qui finalement jouera un rôle clé plus tard. Mephisto va par la suite conseiller le Titan en l'incitant à utiliser ses nouveaux pouvoirs cosmiques pour prouver sa puissance et son intérêt pour la mort. Et c'est à ce moment précis où le Titan fou va désintégrer la moitié de l'existence. Un acte insensé qui va pousser les dieux et les héros de Marvel sous la bannière d'Adam Warlock à intervenir. Et dans un dernier coup d'éclat,
Pour achever sa quête inavouée de défendre la réalité où il incarne un pan de l'existence aux côtés des autres êtres cosmiques, Méphisto, durant la bataille, va chuchoter une dernière fois dans l'oreille du Titan qu'il doit prouver sa bravoure et son courage en réduisant son échelle de puissance. Car la mort ne peut être impressionnée par un combat déjà gagné d'avance, une prise de risque qui n'échappera pas aux plus attentifs, comme la mort qui, témoin de toutes les actions de Méphisto, sauvera le démon, lorsque celui-ci, aux côtés des êtres cosmiques, essaiera d'arrêter définitivement le Titan. À terme, une fois le gant en sa possession, c'est le véritable héros de l'histoire, Adam Warlock, qui réussira à vaincre Thanos et ramener tout le monde. Méphisto, comme tous les autres Cosmic Beings, retournera dans son domaine. Je voulais terminer sur cette histoire car bien qu'elle exploite à fond tout ce qui compose Méphisto depuis le début, que ce soit sa condition de démon qui a de nouveau été explorée, le fait qu'il tente Thanos à plonger dans sa cupidité et sa soif de pouvoir, qu'il agisse avec perfidie et réflexion en tout premier acte pour acquérir du pouvoir personnel, eh bien la saga du Gant de l'Infini explore également l'un des derniers grands aspects fondamentaux de Méphisto. C'est qu'en tant que démon ancestral, eh bien lui aussi d'une certaine manière, c'est une entité cosmique. Chose qui d'ailleurs avait été taquinée dans la saga Méphisto VS, avec l'apparition du tribunal vivant. La saga du Gant de l'Infini exploite merveilleusement bien le personnage, je trouve. Bien qu'un démon, Méphisto représente la personnification du mal qui sommeille dans chaque être vivant. Au même titre que la mort est la personnification de la mort, justement. Et le fait que cette dernière intervienne pour le protéger après que ce dernier ait agi pour sauver la réalité, c'est à l'image d'une validation ultime. Méphisto est approuvé par la mort elle-même et joue lui aussi un rôle important dans l'équilibre de l'existence. Bien évidemment, Méphisto est réapparu par la suite dans bon nombre de comics. Si vous voulez continuer l'épopée, il y a le comics novel Hearts of Darkness avec le Ghost Rider, Wolverine et Punisher mettant en vedette le fils de Méphisto, Blackheart, ou bien le très célèbre arc One More Day de Amazing Spider-Man, les numéros 544 et 545 pour ne citer que. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour me faire un maximum de retours, car ce qu'on vient de faire là, c'est un petit peu un prototype, une sorte de prototype. L'idée ici est avant tout de vous proposer un format plus court de Pourquoi sont-ils si uniques avec des personnages un petit peu plus secondaires. Alors bien évidemment on n'a pas parlé de tous les comics dans lesquels Méphisto est apparu. Le concept de l'émission reste avant tout de mettre les projecteurs sur un personnage et de capter son essence, pourquoi il est si unique, et effectuer une chronologie depuis ses débuts. En tout cas je suis très content d'avoir traité le personnage et je suis curieux de voir quand est-ce qu'il apparaîtra dans le MCU. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un beau pouce bleu. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Les amis, c'était Argorok. Allez, ciao tout le monde.